2025 à Yaoundé au Cameroun. Il s'agit donc de Mardi Entrepreneuriat dans le cadre de votre programme Espace Mini. C'est un programme où nous faisons la part belle aux entrepreneurs de par le monde parce que nous avons la ferme conviction que c'est en entreprenant qu'on développe un État. Donc, s'il faut développer le Cameroun, s'il faut développer l'Afrique, il faudrait que nous mettions un accent tout particulier sur l'entrepreneuriat. C'est l'objectif principal de ce programme. Et ce matin, nous allons poser une problématique sur la table, la représentativité concernant les leaders dans une entreprise. Pour faire plus simple, avez-vous l'impression que l'image du principal leader dans une entreprise impacte fondamentalement cette dernière? C'est la problématique essentielle de ce programme ce matin. Mais avant tout cela, comme vous le savez, nos rubriques sont restées justement intactes. On accueillera tout à l'heure la très éblouissante Claudia Ancha pour une balade informationnelle au niveau des kiosques. La dénonciation du jour est restée intacte avec Pierre Blériot, Onyemec. Tout ceci naturellement de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous balayons ce couloir en télévision. Qui dit mieux? Et nous accueillons ces entrepreneurs qui nous accompagnent tous les mardis. Je commence par Julien Maxime. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, Onkouta de la modération. Un très grand plaisir d'être avec toi ce matin. Tu commençais déjà sérieusement à nous manquer. À chaque fois, il y a ceux qui me suivent qui disent « Mais où est le type là? Le type qui est toujours là, je dis, il arrive, il est en train de charger. » Et ça m'a plu, hein, parfait, te voir faire du sport pendant ta période. Tout à fait. Certainement, tu as concentré de l'énergie et je crois que nos téléspectateurs vont en profiter. Merci. En tout cas, c'est un réel plaisir de te revoir encore aujourd'hui. Merci. Vous m'avez également manqué. Et Ibrahim Maxime, vos analyses, votre sourire et surtout la pertinence au niveau justement des arguments lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat sur Info TV. De toutes les façons, sentez-vous privilégiés. Merci, Onkouta. Vous êtes expert en entrepreneuriat. C'est cette casquette qui nous intéresse beaucoup dans le cadre de cette production. Vous abordez également plusieurs autres casquettes dans votre au quotidien. En face de vous, c'est votre, entre guillemets, binôme. Lui, c'est Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour. Bonjour Parfa ici, bonjour millions de téléspectateurs et surtout bienvenue Onkouta de la modération dans son propre programme. Merci Joseph Zambo. Comment vous allez? Ça va encore bien ce matin de retrouver quelqu'un qui nous a donné une chance de parler entrepreneuriat à la télévision. Ça m'a fait bizarre de me retrouver là sans celui-là qui m'avait amené et je suis très content aujourd'hui de vous revoir sur votre propre plateau. Est-ce que les choses entrent quand même? Comment choses? Quand on dit au Cameroun, est-ce que les choses entrent? Vous ne comprenez pas? Bon, là, ou bien vous faites semblant? Non, je comprends. Vous faites ça comment? Non, beaucoup de choses entrent. Ah bon? Je dois le Très dire. bonne nouvelle. Non. Vous n'êtes pas de ceux qui pensent que dès que tu lui poses la question, oh, comment tu vas? Ça ne va pas. Comment tu vas? Ça ne va. Alors qu'hier, il a eu 1 million. Il dit ça ne va pas. Et Dieu n'aime pas ça. Ouais. Lorsque Dieu te donne, on dit que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsqu'il te donne, il faut reconnaître. Ouais. Donc Zambo dit que les choses entrent. Je dis beaucoup de choses entrent. Mais nous ne le ressentons pas sur le plateau. Bon, je ne sais pas, vous parlez d'image, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, ça c'est ton image à toi. Maintenant, il faudrait que l'image là... On voudrait que ce soit une image collective. On est en train d'arriver vers beaucoup de bonnes choses pour le programme qui nous bâtit de plus en plus, pour monsieur Onkouta de la modération. Et je dis encore, on donne déjà à la population ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont acceptés comme des experts en entrepreneuriat. Vous avez bien fait ce job-là et ils nous contactent chaque jour pour plusieurs projets de différentes sortes. Je suis content parce que de plus en plus, j'aide des jeunes à créer leur entreprise, à les implémenter, à les relever, à mieux les ajuster et surtout la diaspora qui continue de croire en ce qu'on fait ici chaque jour et qui nous appelle pour des conseils, des accompagnements. Il y a des dizaines d'hectares de tournesol que j'accompagne aujourd'hui pour les gens de la diaspora. Il y a des maisons des membres de la diaspora que aujourd'hui ma société immobilière accompagne. Et il y a beaucoup d'enfants des gens de la diaspora que j'accompagne pour des voyages d'études et autres. Je ne peux que remercier le programme Espace Mini. Joseph Zambo, c'était l'un de nos objectifs. Et j'ai rencontré également un jeune
pendant ma période de congé, moi je préfère appeler ça comme ça, pour être élégant, qui me disait il avait peur de s'engager, il se disait qu'il n'avait pas suffisamment d'argent, mais à force d'écouter Espace Miné, surtout Mardi Entrepreneuriat, parce que sur Espace Miné, chacun a son jour préféré. Oui. Beaucoup préfèrent le Mardi Entrepreneuriat, voilà. Beaucoup préfèrent le jeudi sorcellerie, alors pardon, jeudi spiritualité. Chacun a son jour. Ouais. Alors, il me dit, il avait peur, il se disait qu'il n'avait pas suffisamment d'argent, mais il s'est lancé. Je lui demande, tu t'es lancé avec combien? Il me dit, je me suis lancé avec 300 000. Ah bon? Je lui dis, bon, tu as lancé dans quoi? Il me dit, il a lancé dans la vente des sachets. Il dit, sachets de quoi? Il dit, des emballages et tout ça. Bon, je ne comprenais pas très bien. Et il m'a donc bien expliqué, comme je n'ai pas le temps. Et je lui ai dit, tu as lancé, ça fait combien de temps? Il me dit, ça fait environ 4 mois. Je lui ai dit, et ça va? Il me dit, grand frère, ça promet. Beaucoup. Ça promet. Il me dit, je me disais comme c'était 300 000, ça vraiment, ça ne peut pas donner et tout ça. Bon, et quand il m'a dit ça, j'étais ému. J'étais ému et je me suis dit, ah bon? Donc nous impactons d'une manière ou d'une autre. Oui, Ibrahim. Nous impactons véritablement. Durant ton absence, je l'ai dit ici sur le plateau, j'ai été convoqué par une femme très influente, Venus Ploton, à une audience avec le ministre de la Jeunesse. Et j'arrive là, le ministre de la Jeunesse, vous là, je vous reconnais. C'est vous le coach là? J'ai dit oui. Il dit, mais ce que vous dites là, moi j'ai pris des initiatives au MINIGEC pour refaire les choses ici à partir de ce que vous dites. Donc ils ne vont pas nous appeler pour nous dire que, écoutez, ce que vous dites nous amène à changer des choses. Il y a un problème, est-ce que Ibrahim a son micro? Ibrahim n'a pas son micro. Mais vous êtes en train de laisser parler Ibrahim sans micro depuis là. Vraiment, c'est la télé-réalité. Hein. En attendant que le micro d'Ibrahim soit mieux réajusté, nous allons justement dire avec Ibrahim que le MINIGEC a dit, il n'a pas eu peur de vous dire que, à base de certains de vos conseils, de certains de vos arguments, pris des décisions pour le ministère de la Jeunesse et des initiatives au niveau du MINIGEC. C'est pour lui que je ne le savais même pas. Si je n'avais pas été à cette audience, je ne l'aurais pas su. C'est pour dire que nous ne savons pas toute la portée que nous apportons à cet État. On ne savait pas que les ministres aussi ils prennent des notes et qu'ils prennent des initiatives sur la base de ce qu'on dit sans nous toutefois nous dire, écoutez, est-ce que vous avez dit que c'était un bon conseil? Continuez comme ça. Nous pensons que le ministre connaît tout. Voilà, ou alors qu'il ne nous suit même pas. Or, Info TV, Espace Miné, hautement suivi au niveau le plus élevé du gouvernement camerounais. Ça, il fallait que je vous le dise. Même des télévisions, même des télévisions autres. Moi, j'ai eu à échanger avec des grands journalistes, des grandes autres chaînes qui me racontent un passage à Espace Miné. Je dis, mais en ce moment, est-ce que tu n'étais pas en train de travailler dans ton émission? J'ai dit, mais est-ce que vous regardez Espace Miné pendant que vous présentez vos programmes? On va accueillir celui-là qui nous accompagne également depuis de longs mois. Certains l'appellent au quartier l'homme benguiste, l'homme au vocal tout particulier et à la gestuelle toute singulière. C'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour et bienvenue au programme. Bienvenue à mes co-discutants. Bonjour aux millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme. Bonjour à toi. Bon retour sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir d'être là ce matin dans le cadre de cet espace qui traite d'entrepreneuriat. Mon petit background en sciences économiques sera mis à contribution pendant ces échanges. Et je veux comme ça saluer tous les petits artisans de l'homme qui permettent qu'on nous voit partout à travers le monde. Saluer le top management de ce média. Saluer ta sagacité qui a permis en quelque sorte de partitionner cette émission sur la semaine et la thématiser. Et ça produit l'effet que ça produit dans l'audimat, ça c'est clair, et chacun prend ce qu'il veut prendre et s'y accroche, en est même carrément amoureux, selon les jours et la programmation journelle. C'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir renouvelé cette amitié que tu me fais en me permettant d'être présent sur ce plateau. Ce que les téléspectateurs devraient également savoir, c'est que dorénavant, Alain Douk sera invité permanent de ce programme. Ah donc, Mondovision, j'ai ma promotion. Vous avez votre promotion.
Donc, vous êtes désormais invité permanent de ce programme. La grande communauté des téléspectateurs pense que vous faites un bon job. Donc, merci d'être encore là, Alain Douk. Vous êtes journaliste. Je leur dis merci et je renouvelle mon bonjour très appuyé à tout l'audimat d'Info TV. Le consultant permanent reste également en poste, le digne fils de Boumniebel, descendant de Oumiobe, alias Kastou. Pierre Blérugnemek, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à votre programme ce matin. Je suis heureux d'être là. Je suis arrivé un peu sur le pas et je n'ai pas pu caler un anniversaire. Je vais le citer comme ça, sans les images. C'est Ngachungi Amougou. Laure Hortense, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. Elle est par ailleurs la maman de Reine Ngonyémek. Alors, on reprend le nom de, comment dire, on appelle ça au quartier l'anniversaireuse. Vous dites qu'elle s'appelle comment? Nga Chungi Oui. Amougou. Laure Hortense. Joyeux anniversaire, Laure Hortense. Laure Hortense. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui souhaite joyeux anniversaire. J'ai dit qu'elle est par ailleurs la maman de Reine Ngonyémek. Reine Ngonyémek. Voilà. Mais elle n'est pas mon épouse. Elle est la maman de Reine Ngonyémek. Vous avez juste fait un enfant? Elle m'a donné une merveilleuse fille. Une merveilleuse fille. Vous voyez toujours? Je la vois, bien sûr. Vous voyez... Au lit? Oui. Non. Nous ne voyons pas au lit. On dit chez nous que... comment on dit ça? Je vais un peu chercher... Bon, j'ai dit d'abord en Ewondo. Après, on va chercher à traduire. On nomme Boanaka Akiman. Non, chez moi, c'est pas comme ça. Non, Traduisons d'abord. Oui. L'ancienne copine. Ou l'ancien copinage. Oui, c'est mieux dit comme ça. L'ancien copinage ne s'arrête jamais. Jamais. Non. Moi, si j'ai mangé, je me suis arrêté, je m'arrête. Parce qu'elle est très féconde. Si j'avais continué... Ah bon? Oui. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est que j'ai le nombre d'enfants que vous connaissez, mais je n'ai pas beaucoup de filles, vous voyez. Ah ouais. Donc, chaque fois qu'une femme a réussi à me faire un enfant, fille, parfait ici, elle a un point particulier. Même si je ne suis plus avec toi, je continue d'être intéressé par ce qui te concerne. D'ailleurs, je suis un bon père d'enfant de toutes les façons. Donc, joyeux anniversaire. Et je vais lui donner un cadeau d'anniversaire, bien évidemment. Merci beaucoup. Oui. Donc, les femmes de la maison n'ont même pas à faire de jalousie. Il n'y a pas de problème. Je vais lui envoyer son gâteau. Donc, Pierre Blériot, vous allez garder le microphone, comme d'habitude. Vous allez nous délivrer la sagesse de ce mardi matin. La sagesse de ce mardi matin dit, quand tu combats ceux qui font ta force, tes ennemis t'acclament parce qu'ils voient déjà ta chute. On peut reprendre? Quand tu combats ceux qui font ta force, tes ennemis t'acclament parce qu'ils voient déjà ta chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu tournes tes armes contre ceux qui te portent, tu creuses toi-même ta tombe. Tes ennemis n'ont plus besoin de t'attaquer. Ils se contentent d'applaudir en attendant la fin. C'est pour interpeller ceux qui se combattent eux-mêmes sans le savoir. Les Bassa disent on tire les binjong, c'est-à-dire tu écrases tes propres testicules. Les Bassa sont brutaux. Tes propres bourses. Donc, il faut faire attention. Ça nous arrive quelquefois de donner avantage à nos ennemis en combattant ceux qui font notre force. Il faut préserver ceux qui font notre force. C'est très pertinent. Par moment même, lorsque vous n'étiez rien, vous ne voyez personne. Mais à un moment donné, quand vous montez avec certaines personnes, c'est là où d'autres viennent en force pour vous dire que non, fais attention. Ce type-là va te faire du mal. Il est dangereux. Et tout et tout. Entre-temps même, tu n'étais jamais là. Hein? Il faut leur dire que l'épaule qui t'a soutenu quand tu étais dans la faiblesse vaut mieux que les bras qui t'applaudissent quand tu as gagné. Tu peux reprendre ça? L'épaule qui t'a soutenu quand tu étais dans la faiblesse vaut mieux que les bras qui t'applaudissent quand tu as gagné. Nous allons méditer sur cette sagesse tout au long de cette journée. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfois ici, je rebaptise cette émission Espace Masqué. Mais c'est quoi ce look-là? Parfois ici, désormais, tout ce qu'on va se dire ici, le CNC ne saura qui parle. Donc, j'invite tous les panélistes, chaque jour, quand ils viennent sur Espace Midi, de mettre leur petit masque. On ne saura pas qui parle. Alors, on peut voir à quoi ressemble alors. On peut d'abord voir à quoi ressemble maintenant Blaireau. C'est encore Blaireau là-bas? Ça, c'est toujours Ibrahim. Alain Douk. Alain Douk est grave quand même. Et il faut dire que dans ce royaume, nous avons notre roi qui est de retour. Ah bon? Parfait, bien vouloir mettre... Oh là là. Aïe, aïe, Oh là là. Voilà. King Lonkuta. Oh, le retour. Attends, il faut qu'il soit bien D'accord. ajusté. Voilà. Voilà. Peut-être là, ce sera mieux. Voilà. Voilà. Non, jusque-là, c'est pas mieux ajusté. Alors, On va encore mieux diadème du roi. ajuster. Alors, je pense que ça va aller. ça va aller. Voilà. Super. Voilà. Le roi est là. Le roi est de retour. Et vous savez, un bon roi doit toujours Incroyable. avoir du bon vin à côté pour ses convives. On célèbre le retour du double sac de modérateur. Donc c'est pour vous. Aïe, aïe, aïe. Ok, ouais, Et pour vous dire parfois ici Avec que du bon ce vin. vin coûte 250 000 francs CFA. Donc pour vous dire à Biario que les 100 000 qu'il a donné aussi au-dessus. Donc, vous allez venir relever le défi. Merci beaucoup, hein, Claudia, Oui. pour ces cadeaux, pour votre ingéniosité à rebaptiser maintenant l'émission Espace Espace Miné, masqué. qui devient Espace Masqué. Masqué. Donc le CNC ne va pas reconnaître le modérateur, les panélistes, on saura qui a parlé. On ne saura plus qui parle. Merci également pour la bouteille de vin. De rien, Ça m'en va parfait. tout droit au cœur. D'accord. Que ça Oh, se ce contamine, chapeau. on l'a dit depuis. On a dit hier que ça devrait se contaminer. Donc j'attends toujours les cadeaux. J'attends toujours les cadeaux. Merci D'accord. beaucoup. Hein. Nous allons vous repasser la parole comme d'habitude. Exactement. C'est pour une balade informationnelle. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, 14e conférence de l'OMC, dont sa parution du jour, le quotidien Info Matin présente les orientations de Luc Magloire Mbagatangana pour la réussite de cet événement à Yaoundé. Notez bien, l'événement se tiendra du 26 au 29 mars 2026 dans la capitale politique Yaoundé. Dans cette revue de presse, il faut savoir que les rapports entre le Tchad et le Cameroun vont bon train. À ce sujet, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune renseigne que le pont du Logon a été inauguré hier au nom du chef de l'État Paul Biya par le ministre Joseph John Gouté et son homologue Alamaye Alina qui représentait de son côté le président tchadien. À quoi va servir ce pont? Marie-Claire Nana nous dit qu'il s'agit d'un trait d'union solide qui va redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays. Le transit des marchandises ne va pas s'arrêter sur le pont du Logon. L'économie quotidienne nous apprend que le port autonome de Douala vient de signer un protocole d'accord avec le conseil des chargeurs de l'Interland pour parler du Tchad, alors qu'il s'était déjà rapproché de la Guinée équatoriale. En résumé, retenons que le Cameroun est donc à la reconquête du Tchad. Thierry Ekouti présente les contours du nouveau deal en page 7. Recherche et innovation, voici ce que veulent les chercheurs. D'après le quotidien Le Jour, ces derniers veulent mobiliser 109 milliards au budget de l'État. L'ambition financière est présentée dans une lettre ouverte adressée au président Paul Biya. En effet, le syndicat national des chercheurs du secteur public souhaite être considéré comme un outil de production et non plus une charge pour l'État. Toge sur le corps, le quotidien Mutation voit des chercheurs floués. Georges-Alain Bouyomo nous fait découvrir les retombées du statut spécial de ces derniers en page 5. De l'autre côté du pays, dans le nord du pays, les droits d'auteur semblent être négligés. L'œil du Sahel présente les résultats d'une enquête menée au sein de l'industrie musicale. Guiba Gatama compte donc 150 artistes musiciens du Grand Nord ignorés. Lire la liste intégrale qui se trouve en page 3.
Un peu plus proche de nous, à Kiosi, la nouvelle expression nous révèle ce matin que les Camerounais préfèrent l'enfer équato-guinéen. Le tabloïd indique par ailleurs que la majorité des personnes expulsées la semaine dernière entrent à nouveau en Guinée équatoriale, malgré la terreur et la xénophobie dont elles sont victimes. Baptême du Palais des Verts, le tabloïd Le Messager nous fait savoir que Cavaille s'accroche à Biya. En sa page 3 de sa parution du jour, le journal revient sur les non-dits de la cérémonie solennelle. Le billet hebdomadaire Le Point est en kiosque ce deuxième jour de la semaine. Ici, on parle des gens de Dieu Momo Chieto, frasques et dérapages. Le pitre s'interroge de Thierry Patrick Kondoa, pitre entendu comme personne qui fait des rires par des plaisanteries forcées. Je clôture cette revue de presse avec le journal Flèche d'Afrique. Flèche d'Afrique, à la une de ce journal ou encore ce tabloïd d'état généraux de la gestion des ressources des déchets urbains au Cameroun, le gouvernement prend le taureau par les cornes. L'heure des solutions a sonné, apprend-on. Parfait ici. Merci Claudia Ancha pour ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mardi. Merci à vous également, Parfait ici, et surtout bonne suite d'émission. Merci encore pour ces cadeaux et pour ces mots aimables à mon endroit. Alors qui gagne, moi ou Blériot? Vous préférez qui? Un sage ne répond pas brutalement. De toutes les façons, je vous aime tous. Moi, je préfère que tu préfères Claudie. Parce qu'elle peut t'apporter d'autres choses que je ne peux pas t'apporter. Elle a d'autres atouts. Oui, elle a d'autres atouts. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Claudia, Oui, parfait. n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Avant la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord lire ce communiqué radio aux presse. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le centre, le camarade Gilbert Chimivuna, porte à la connaissance des militantes, militants et sympathisants du RDPC que le vice-premier ministre secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Kueté, effectuera une visite de travail dans la région du centre le mercredi 30 avril 2025. À cet effet, il invite l'ensemble des militantes, militants et sympathisants du RDPC, élites et forces vives de la région du centre à bien vouloir massivement prendre part au meeting qui sera organisé pour la circonstance ce mercredi 30 avril 2025 à l'esplanade d'honneur de l'hôtel de ville de Yaoundé à partir de 11h. La présence de toutes et de tous est vivement souhaitée. Et c'est signé le chef de la délégation permanente régionale, Gilbert Chimivuna. Lorsque cela a été dit, on repasse donc la parole à Pierre Blériot-Niamec pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois, ici, la dénonciation de ce matin est accolée à la thématique du mardi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Ce sont les entrepreneurs camerounais qui se plaignent des plus grands jusqu'aux plus petits. L'État ne paye plus les factures depuis exactement 1 an. Les derniers paiements se sont passés en avril de l'année dernière. Même ceux qui font les 4-9 ne sont pas payés. La conséquence, c'est que les microfinances qui préfinancent souvent ces projets sont en voie d'arrêter les préfinancements. Mais les intérêts s'accumulent parce qu'on ne vous donne pas ces préfinancements pour vos beaux yeux. C'est des prêts d'argent que vous faites, vous contractez auprès des banques et vous les payez avec des taux d'intérêt. Alors, les
petits entrepreneurs, eux, ils sont en train de disparaître. Mais même les plus costauds, la dette intérieure est de plus en plus importante. Au MINFI, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Que vont devenir les entrepreneurs? Où va le pays dans ce sens-là? Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation très importante, vous l'avez effectivement dit, qui colle à l'actualité du mardi ici sur Info TV, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Je commence par Ibrahim. Ibrahim, ça devient très compliqué, hein, parce que si vous avez préfinancé un projet pour ceux qui gagnent les marchés publics, et cela arrive très souvent au Cameroun, et maintenant, Blériot fait comprendre que depuis un an, l'État est en cessation de paiement. L'État ne paye pas. Ça devient compliqué, je pense. Parfois ici, je crois que c'est une très bonne dénonciation. Il fallait qu'elle soit faite aujourd'hui. Et elle va attirer l'attention encore de ceux qui nous dirigent, des membres du gouvernement, à accorder un pan prioritaire au secteur de l'entrepreneuriat ou au secteur économique de ce pays. Je l'ai déjà dit à maintes reprises, on peut être administrativement indépendant, mais tant qu'on n'est pas économiquement indépendant, on n'est pas indépendant du tout. Ce qui fait donc que les aspects qui tiennent de la trésorerie de la nation, la possibilité de se développer, du développement économique, doivent être des angles prioritaires auxquels le gouvernement devrait pouvoir mettre suffisamment de ressources pour que les choses avancent. L'État a reconnu qu'elle a du mal aujourd'hui à embrasser un certain nombre de personnes dans le travail. La fonction publique ne prend pas plus de 350 000 employés au Cameroun. C'est le secteur informel, c'est l'entrepreneuriat qui essaye de résorber encore ce taux de chômage suffisamment élevé. Pour l'année 2025, on vous parle d'environ 3 000 qui vont être recrutés. Environ 3 000, c'est déjà bon. À côté, vous avez des millions de chômeurs. C'est déjà bon, 3 000, mais 3 000 c'est combien de chômeurs justement? On parle de minimum 12 millions. Voilà. Donc 3 000, c'est merci pour les 3 000, mais ce n'est pas suffisant. Je crois qu'il faut véritablement qu'il y ait des politiques publiques qui visent à favoriser l'activité entrepreneuriale dans le pays. Et ça, je pense aussi qu'il serait intéressant de proposer même des cours de politique publique avec une visée entrepreneuriale dans les institutions comme l'ENAM. Que les sous-préfets, que les gouverneurs sachent qu'il y a des décisions qu'ils devraient prendre dans une politique entrepreneuriale pour permettre en sorte que les entrepreneurs soient à l'aise. Parce que si les entrepreneurs ne sont pas à l'aise, eux, mais ils ne sont pas à l'aise. Qui donne des enveloppes à des autorités pour pouvoir se mouvoir? C'est l'État? Ce sont des entrepreneurs qui le font. L'économie est entre les mains de ceux qui produisent. S'il vous plaît, favorisez ces derniers en mettant un environnement et un climat qui permettent alors d'assurer leur expansion. Merci. Alors, Alain Douk, c'est une situation insupportable pour ceux qui sont dans ce secteur de marché public au Cameroun. Est-ce qu'une situation comme celle-là n'est pas également de nature à créer des comportements et des attitudes, en réalité, qui s'éloignent véritablement de l'éthique? Vous savez, lorsqu'on parle souvent des indicateurs économiques du pays et qu'on dit qu'on est au rouge, beaucoup de gens pensent qu'on exagère. Pourtant, c'est le cas. Rien ne va, tout va à volo. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une analyse froide, on présente les chiffres, rien ne va. Récemment encore, on a eu cette convocation des ministres des Finances de la zone CIMAC, auprès du ministre des Finances et de l'économie de France. On a bien vu qu'on a encore réaffirmé que même au niveau des réserves de change, ça ne va pas. Et ce qui a été recommandé, si on peut résumer, c'est encore plus d'austérité dans un contexte déjà assez austère et où les populations sont misérabilisées. Alors, puisqu'on parle d'entrepreneuriat, il faut déjà que nos compatriotes comprennent qu'en réalité, nous devons l'essentiel de notre croissance aux PME. Le tissu productif du Cameroun est à 99% constitué de PME. Les petites et moyennes entreprises. Eh oui, et sur les 99% en question, 86% environ de toutes ces PME sont investies dans le domaine du tertiaire, prestation de services, patati patata. Vous voyez que nous n'avons que quelque chose comme 15% à maxima dans le secteur secondaire, c'est-à-dire que dans l'industrie même pure et dure. Et puis, quand vous regardez le secteur même agricole, là, on a quelque chose comme, je ne sais pas, 0,4% de PME investis là-bas, dans ce domaine. Donc, vous voyez, et là, ça fait donc que l'essentiel de notre force productive est à mal, puisqu'elle n'arrive pas à se faire payer pour les prestations qu'elles ont accordées à l'État. Et elle s'est toujours plainte
cette frange de notre économie d'un problème sérieux. C'est-à-dire qu'elle en arrive même aux résultats qu'elle produit dans un contexte de difficulté. C'est-à-dire que les financements d'abord sont hyper durs à obtenir. Ouais. Les PME, le tissu productif camerounais s'est toujours plaint auprès du gouvernement de ce que l'obtention des financements pour exercer leur activité en tant qu'entrepreneur, c'est difficile. Or, nous sommes dans un contexte où nos banques, notre système, notre écosystème des spécialistes des valeurs du trésor est pourtant liquide. Mais c'est les conditionnalités. Il n'y a pas ce déclic incitatif pour mener véritablement et efficacement à la promotion de l'esprit entrepreneurial. Parce que quand vous voulez véritablement que les gens s'investissent dans un contexte aussi risqué que le nôtre, dans l'entrepreneuriat, vous créez des conditions facilitatrices. Vous ne créez pas des barrières à l'entrée. Or, jusqu'ici, c'est le cas. Outre l'aspect donc de l'obtention des financements, et d'ailleurs, même les institutions, les bailleurs de fonds internationaux, ils ne sont pas en reste. Même quand ces institutions elles-mêmes viennent ici, comme on dit au quartier chez nous les Camerounais, c'est pas le lait que ces institutions donnent à nos entrepreneurs. Il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus. Il y a surtout même beaucoup de conditions. Maintenant, vous laissez l'aspect des financements, notre propre fiscalité. Est-ce qu'elle est incitative pour nos PME? En réalité, nous avons des guerriers, mais nous avons des guerriers que nous passons le temps à accabler. Est-ce qu'au Cameroun, est-ce qu'il est normal que lorsqu'on parle de nos PME et de la fiscalité, qu'on se rende compte qu'en réalité, on passe jusqu'ici en dépit de tout ce que les entrepreneurs disent, tout ce que le GCAM, et même le GCAM avant le GCAM a pu dire, on passe autant à fiscaliser sur le chiffre d'affaires, au lieu de fiscaliser sur le résultat net d'exercice. Alors, Alain, donc, c'est vrai que vous êtes en train de faire une longue démonstration là, qui est d'ailleurs très intéressante, mais moi je vais vous poser une question un peu plus brutale. Hein. Oui. Mettez les guillemets brutales. Parce que le poussin qui nous écoute là, la Bayam Salam, la grand-mère au village veut comprendre pourquoi, à un moment donné, un État arrive à ne plus payer. Voilà. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire, on vous dit que bon, les gens ont gagné des marchés, ont préfinancé, maintenant, on attend de payer, l'État ne paye pas. Voilà. Tu demandes pourquoi l'État, on dit simplement qu'il n'y a pas l'argent. Parlons comme au quartier. Et ça veut dire quoi? L'État n'a pas l'argent. Parlons comme l'argent est parti où? Quand on dit que l'État n'a plus de ressources, l'État n'a plus l'argent, ça veut dire que l'État n'arrive pas à créer la richesse. Comment ça se fait? Regardez notre contexte. Quand vous regardez comment est structuré notre budget, la plus grosse part vient au budget de fonctionnement et pas au budget d'investissement. C'est qui est dangereux. Vous allez donc créer la richesse comment? Quand vous êtes toujours là à vouloir bouffer l'argent. Parce que le fonctionnement pour le cas du Cameroun, c'est quoi? Les séminaires, les voitures, oui, le carburant. Il y a un ministère, les voyages à l'étranger, les missions. 600 millions de carburant, mon frère. C'est quoi ça? Vous faites quoi avec le carburant? On boit ça là-bas, même sûr. C'est grave. Donc voilà dans ce qui tue le pays. C'est-à-dire que lorsqu'il y a même des ressources, on ne les oriente pas. Et on ne les gouverne pas de la façon la plus efficiente possible. Il y a donc des ressources qui s'évaporent dans la gabégie, dans la corruption, dans le dol. Et puis, ça donne ce que ça donne maintenant. On paye les gens avec quoi? Joseph Zambo, les entrepreneurs et ceux qui gagnent les marchés ne sont plus payés au Cameroun depuis un certain temps. Le ministre des Finances, Tonton Louis-Paul, ne nous dit pas grand-chose. Est-ce que ça ne devrait pas quand même amener un ministre des Finances à faire une sortie pour un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'éclaircies, que de rester bouche bée? Bon, je pense que la préoccupation n'est pas seulement du ministère des Finances, parce que le ministère des Finances ne fabrique pas de l'argent. Je pense qu'il y a un budget qui est mis à disposition pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et je pense que la vision doit être globale. On a un très gros problème au Cameroun. 27 millions d'habitants environ. Sur les 27 millions d'habitants... C'est bien parce que tu dis environ. Oui. Parce que nous sommes certainement le seul pays au monde où nous ne savons pas combien nous sommes.
C'est-à-dire au Cameroun, on dit environ 30 millions, environ 33 millions. Nous sommes bien plus que ça. Est-ce que c'est un pays sérieux, ça? Non, c'est d'où je vais Alors, arriver. pour vous qui faites dans la programmation, et je parle sous le contrôle d'Alain Do qui a également des bases sur le plan économique, pour une meilleure programmation sur le plan gouvernemental, est-ce qu'on ne devrait pas déjà connaître combien nous sommes? On doit maîtriser, c'est important. Et il y a des jeunes qui peuvent le faire. On peut le faire. Le dernier recensement du Cameroun date de quand? Oh là là. C'est il y a longtemps. Aujourd'hui, comme je dis, on est à bien plus de 27 millions d'habitants. Et il y a des gens qui s'organisent à ce qu'on pense qu'on est petit au Cameroun. Et en Afrique, ils veulent bien qu'on sache qu'on est petit, qu'on n'est pas grand, parce que la masse est importante aussi pour des projets internationaux. Et on veut que l'Afrique pense qu'en termes de superficie, on est petit, en termes de nombre, on est petit. On est bien plus pour faire peur. Maintenant, la chose que moi j'aimerais expliquer ici, c'est qu'au Cameroun, selon ce qui est dit, on a à peu près 27 millions d'habitants. Sur les 27 millions d'habitants, pour le cas du Cameroun, on a 1200 naissances par jour au Cameroun et on a 840 naissances à peu près par minute. Donc, ce qui veut dire que, non, pas 800, on est ce qui veut expliquer, c'est qu'on a 1200 naissances par jour et pour les décès, on a 350 décès par jour pour les statistiques du Cameroun. Ce qui fait en sorte que on ne sait plus exactement comment on va exploiter cette forte population si on a 840 personnes qui peuvent naître en une journée et qu'on a 247 qui décèdent. La vraie situation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui naissent chaque jour et on ne sait pas comment on va intégrer toutes ces personnes-là chaque jour. Et la question donc, c'est que de plus en plus de personnes qui ne font rien naissent, on ne trouve pas les qualités ou les mécanismes sur lesquels on va les utiliser. Et la fonction publique aussi ne peut pas utiliser tout le monde pour qu'ils aient des salaires. Il reste quelle porte? La seule qui reste ouverte, c'est celle de l'entrepreneuriat. Et si c'est celle-là aujourd'hui qui a donc ces difficultés, ils ne sont pas payés, ça signifie qu'on est coincé. Et il faudrait qu'on s'asseye. Et nous, les entrepreneurs, on est disponible pour s'asseoir à trouver des voies et moyens pour qu'on puisse exploiter cette population qui est de plus en plus trop intelligente. Les enfants étudient franchement au Cameroun. On a des diplômes. Tout le monde a au moins le bac, la licence, le master, des docteurs. Mais ces gens, il faut qu'on les utilise. Et nous, les entrepreneurs, on peut tous les utiliser si on n'a qu'un petit coup de pouce. Un champ seulement de 1000 hectares, combien de personnes peuvent travailler dans un champ de 1000 hectares? Énormément de personnes. Énormément. Chaque entreprise de transformation, combien de personnes? Il existe des entreprises de 3000, 4000 employés. Une seule entreprise, 3000, 4000, 5000 employés. On n'en a même pas une seule. Donc, je pense qu'il est temps pour que ceux qui décident arrivent à comprendre que nous, les entrepreneurs, on a une place très importante pour le fonctionnement total. Parce que même le trésor, c'est nous, les entrepreneurs, qui remplissons le trésor. Très bien. Merci Joseph Zambo. Pierre Blériot, on va poser un problème fondamental ce matin qui peut toucher à plusieurs domaines de notre société. Je pense que nous y reviendrons en grandeur nature pour poser ce problème sur la table. Mais en attendant, j'ai posé la question sur les causes tout à l'heure, les causes d'une telle situation. Et maintenant, s'il y a des causes, et l'un doit essayer d'énumérer certaines, il y a certainement également des conséquences d'une telle situation. Quelles sont les conséquences de la situation actuelle? Ben, la toute première, c'est le ralentissement de l'activité économique. Alain Doka a suggéré, et ça c'est ce qui est patent, la pression fiscale au Cameroun est très forte. Elle est même dissuasive. Quand vous voyez comment les entrepreneurs subissent la fiscalité, vous vous demandez si on veut les chasser. Nous avons parlé ici du préfinancement des microfinances et même des banques. Mais parfait, ici, il y en a qui se font financer au quartier. Oui, dans les tontines. Les tontines et l'usure. Ouais. Les tontines et l'usure, tous les projets ne sont pas bancables. C'est-à-dire que la banque, dans cette affaire-là, ne représente pas grand-chose dans ce qui est donné comme argent. C'est donc quelqu'un qui vient voir Ibrahim, et Ibrahim lui donne 5 millions, il lui dit 20% le mois. Tu entends ça? Oui, mais bien, il faut qu'on dise ce qui se passe. Et ça fait 1 an que tu n'as pas été payé. Mais vous êtes supposé être payé au plus tard après 90 jours. C'est cela.
Donc, vous prenez le risque, sachant que Non, vous allez le vous faire. avez au plus 90 jours. 90 jours fois 4, vous n'êtes pas payé. C'est-à-dire que sur un an, vous avez versé, prenons même le minima, 10% à quelqu'un sur un an. Donc, vous lui avez versé 120% de ce qu'il vous a prêté. Vous voyez, je dis, si on est à 10% pour les tontines du commune, c'est comme ça au Cameroun, la tontine c'est 10%. Alors, vous voyez, la deuxième conséquence, c'est l'abandon d'un secteur. Effectivement, ceux qui sont à l'intérieur pensent à sortir de là. Mais comme c'est une sorte d'engrenage, parce que c'est comme une sorte de drogue parfait, vous avez déjà investi, vous escomptez le paiement, mais on vous parle de nouveaux marchés, vous vous engouffrez à nouveau. Oui, parce qu'il y a même une théorie qui n'est pas vraie. On dit chez nous que l'État ne bouffe l'argent de personne. À personne. Mais il faut faire attention. Une dette payée remise à trop tard peut vous plonger dans des situations plus graves encore. Si parfait, je dois vous payer votre argent, 2 millions en 2025, je le retiens sur 4 ans, je peux vous pousser même à vendre votre maison. Oui. Alors, lorsque je viendrai vous payer, est-ce que l'État paye avec des intérêts? Non! L'État sait que ta facture, c'était 3 millions. C'est 3 millions, même s'ils viennent te le payer après 2 ans. Donc, c'est cette situation que vivent les entrepreneurs et contre laquelle il faut faire quelque chose. Il faut vraiment décoincer. La dette extérieure nous met une grosse pression. Les bailleurs de fonds sont là, ils exigent. Mais aussi la dette intérieure. Ce n'est pas des gens qui ramassent l'argent. Sinon, il faut créer des passerelles. Il faut ouvrir de nouvelles fenêtres pour leur donner des facilités. On n'a pas pu te payer sur tel ou tel marché. Quelle autre facilité on peut te donner sur de nouveaux marchés? Des facilités qui te permettront de juguler Une sorte d'équilibre. d'équilibre. Des pertes que tu engranges. Une sorte de compensation. Voilà, donc il faut qu'on réfléchisse à ça. Sinon, on va tuer vraiment ce secteur. Parce que ceux qui y vont, c'est découragé. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire ces nombreux messages de nos téléspectateurs à travers le monde. Merci à Espace Miné pour tout le bien qu'elle fait pour nous. Parfait ici l'élu, Blériot Niemek le sage. Ayop Ayop, l'élu parfait le sage Blériot, que le Tout-Puissant vous protège. Ayop Ayop Ayop. C'est Marthe Beau qui envoie le message. Amen. On dira donc Amen avec, Ibrahim. Alors, un autre message très rapidement que dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. Bonjour au parfait ici et à ton riche panel. Très bonne dénonciation ce matin. Je voudrais vous savoir... Peut-être je voudrais vous faire savoir que moi-même, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que j'ai livré un marché dans le cadre de l'exécution des travaux publics. J'ai déposé les factures, mais rien. On nous fait comprendre que l'État n'a pas encore débloqué de l'argent. Mais moi, j'ai eu à discuter avec un grand homme d'affaires dont je préfère taire son nom. Il m'expliquait cela est dû aux élections présidentielles d'octobre prochain. Il continue en disant, il me faisait savoir que ce soit les ministres, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les partenaires étrangers, personne ne veut injecter son argent, car selon lui, les gens ne savent pas comment les élections vont se passer. On ne sait pas s'il y aura... La guerre. Bon. Non, il n'y aura pas la guerre. Les élections vont bien se Bon, passer. Christophe, depuis Odia, ta conversation était forte avec Cet homme avec cet homme d'affaires puissant là. Bon, on va pas lire la suite. Hein. On prend un autre message. Que dit ce téléspectateur? Monsieur Aïssi, salut à vous et à votre panel entrepreneurial. Parfait Aïssi, je vous souhaite un très bon retour sur Espace Miné. Je souhaite s'il vous plaît avoir le contact de monsieur Joseph Zambo pour quelques conseils en entreprise. Je suis monsieur Manga à Yaoundé, en Kolébiswan. Bon, essayez de m'appeler après l'émission. Hein. On va vous passer le numéro de Joseph Zambo. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Très bon retour à vous. Notre grand parfait a ici le sac de modérateur. S'il vous plaît, puis-je avoir le numéro de monsieur Pierre Niemek? C'est pour une dénonciation urgente. Excellente journée. C'est Emma depuis Eboaloa. Appelez-moi également après l'émission. On pourra vous donner le numéro de Blériot. Mais Blériot lui-même indique souvent sur ce plateau que pour l'avoir, vous avez également d'autres canaux. C'est-à-dire Facebook. Oui, ma page officielle, Pierre Blériot Niemek.
officiel. Vous écrivez là-bas, une équipe va vous répondre. Très bien. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto et un bonjour aussi à ton panel de ce matin. Je pense que la dénonciation de ce matin est importante à plus d'un titre. Parfait. Mais il faut relever que certains entrepreneurs sont payés. Oui, certains sont payés. Ceux-là qui ont des petits... Il dit des petits copains. Que, bon, je préfère la structure qui le donne ici. Bon, qui ont des petits copains dans une structure là-bas. L'État ne peut pas lancer les appels d'offres sans avoir de quoi payer les différents prestataires. C'est au ministère des Finances que commence cette mafia. Les petits copains sont payés. Ceux qui n'ont pas d'affinité à la... Bon, d'accord, merci. C'est violent. Merci. Ça t'a dépassé à l'île. Moi, je n'ai pas... Alors... Il y a des gens qui envoient les messages, eux-mêmes ne se posent pas la question de savoir si celui qui va les... On va au plus 33, c'est la France. Bonjour Parfait et tout ton panel. La dénonciation d'aujourd'hui sur les non-paiements de factures sont faits exprès par l'État du Cameroun. Et remarquez bien que chaque année d'élection, ils font la même chose. Bloquer les finances pour handicaper, premièrement, ceux qui peuvent aider les opposants financièrement. Deuxièmement, appauvrir ceux qui n'ont pas l'intention de les voter pour qu'ils ne viennent vers eux demander de l'aide. Et une fois qu'ils demandent de l'aide, on leur demande de voter pour eux. C'est un vieux système parfait. C'est Michel qui envoie le message. Alors, Blaireau, vous voyez ce qui est en train de se passer? Parce qu'on ne communique pas. Maintenant, chacun va de son interprétation. Bien sûr, chacun y va de son interprétation et ça va dans tous les sens. Voilà. Il faut donc des coins. Les entrepreneurs ont droit à être payés. Quand quelqu'un vous a livré son chantier, il faut qu'il soit payé. Nous prenons rapidement un autre message ce matin. Allons au plus 1. Je pense que ce sont les États-Unis. Non, le Canada. Le Canada. Bonjour Parfait ici et à ton riche panel. Le mal est généralisé au Cameroun. Rien ne va dans aucun secteur. Le régime en place semble ne plus pouvoir répondre aux défis actuels. Les Camerounais sont étranglés. De toutes parts, même les quelques privilégiés qui avaient des marchés, lisent-leur. Nous allons tous sentir ça sur nous et peut-être nous nous réveillerons. Merci pour le travail que vous abattez au quotidien. C'est Léon du côté de Montréal qui envoie donc ce message. Autre message ce matin. Alors, quelqu'un nous dit ici que le dernier recensement date de 2005. Bonjour, c'est Steven d'Oyak qui envoie ce message. Oyak, c'est Mbalmayo. Il y a plusieurs Oyak. Bon. Ah bon? Ouais. Il y en a aussi ailleurs. Moi, je connais Oyak de Mbalmayo. Bonjour, Espace Miné. Merci au grand retour de M. Aïssi Parfait. Le CNC a été créé essentiellement contre les médias privés. Il pose une question. Il n'y a pas l'argent pour la dette intérieure, mais il y a l'argent pour les meetings du seul parti politique avant le lancement officiel de la campagne électorale. C'est Jean-Paul de Yaoundé qui envoie ce message. Blériot, dont les meetings-là sont financés par l'argent de l'État? Non, ils disent que c'est des particuliers qui financent les meetings. Bon, seulement il se trouve que ces particuliers-là sont aussi dans l'appareil de l'État souvent. Bon, alors, comment ils font avec leurs deux poches? Un autre message, je lis comme c'est écrit. Oh, welcome, l'Nkuta de la modération. Je t'assure que tu nous as beaucoup manqué, mais par la grâce du Seigneur, tu es de retour. Beaucoup de courage à toi. Les gens disent qu'ils n'aiment pas Blériot Niemek, mais quand il est 10h, ils zappent Info TV pour voir qui est Blériot Niemek, et si Blériot Niemek n'est pas là, ils zappent une autre chaîne. Si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Blériot, les Camerounais t'aiment beaucoup et tu nous fais beaucoup de bien. Félicitations à Monsieur Douk. Parfait. Tu me donnes l'impression de ne pas connaître le niveau, l'impact que toi, personnellement, tu as sur nous. C'est Yann et Sono depuis Marois qui envoient ces messages.
Si c'est le cas, j'ai dit modestement merci. Alors, on va lire peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations, hein, plus de messages comme d'habitude. Alors, nous prenons celui-ci. Bonjour, bro. Bon retour. Je vais recommencer à voir tes émissions. Tu as manqué à cette chaîne de télévision. Merci de ton professionnalisme et courage à toi. Le message de Blériot m'a touché hier soir, quand j'ai vu ton retour à la télé. Il avait vraiment raison. Merci, hein. Merci. Mais Blériot a fait quelque chose, hein. Je ne cesse de vous dire que ça devrait être... Non, mais il y a même des gens, je vais te dire, il y a des gens qui estiment que nous avons fait une mise en scène. Des histoires. Oui, que nous avons fait une mise en scène. Moi, je vais leur dire ceci, Blériot. Si toi, tu fais ce genre de mise en scène avec moi, quand l'argent là entre dans ma poche, ça ne sort plus. Alors, moi, bon, en fait, souvent pour faire de la... Ça ne sort plus. Souvent pour faire de la taquinerie, j'aime pas trop. Mais il faut dire, il y a une jeune femme qui a dit quand même quelque chose de très important. Elle dit, tu as 15 enfants et tu donnes 100 000 un lundi. Bon, il n'y en a pas que pour mes enfants. Il y en a aussi pour mes amis et autres. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme, c'est de l'amitié, c'est de la joie. Tout à fait. Maintenant, si on veut même faire l'exhibitionnisme, je suis libre de m'exhiber, non? Hier, c'était les vieux de dire... Oui, puis quelqu'un m'a dit que, est-ce que Blériot avait besoin de le faire à l'antenne? Il pouvait se donner son bureau, non? Mais ce que je fais au bureau ne se fait pas à l'antenne. Hein, Alain Douk. Je peux faire en catimini comme je... Bon, s'il avait sa part là, il venait aussi donner. Bon, nous, on veut que quelqu'un vienne donner ici, avec la pub. Autre message ce matin, bonjour le plateau. J'ai eu la chance d'être lu aujourd'hui après plusieurs mois de messages. Bref, je suis un entrepreneur et aujourd'hui endetté jusqu'au cou car les paiements ne suivent pas. Les entrepreneurs aujourd'hui sont des fonctionnaires et les fonctionnaires sont des entrepreneurs. Voilà le problème aujourd'hui. Lorsque nous avons dit cela, une touche pause s'impose. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Père-Monti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Comme moi, Paris c'est bête Momo. Ça dit qu'on n'est pas blindé, je go tous les jours. Chez BetMomo, ton premier pari est 100% remboursé. Inscris-toi vite sur www.betmomo.com, place ta mise et si ça ne rentre pas, on te rembourse intégralement. Joue l'esprit tranquille et profite du jeu. Offre soumise à condition.
relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Renaprove offre Masso Acte 5. Nous sommes en plein cœur du marché SOS et nous sommes venus à la rencontre du bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. C'est un boucher. Nous allons savoir ce qu'il en a fait des financements offerts par la mutuelle d'assistance et de solidarité. Je m'appelle Benja Méfire Jean-Claude. Ce financement a permis, 1, que j'augmente mon capital, et de 2, que j'envoie mes enfants à l'école, et de 3, pour que je me bâtis une belle maison dans mon village à Fouban. Moi-même, je prenais Masso comme les mises en scène. Mais quand moi j'ai gagné, j'ai vu que c'est du sérieux. Je les conseille, participer à Masso à 26 000 francs. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Mesdames et messieurs, faites comme M. Méféré en faisant confiance à la mutuelle d'assistance et de solidarité de Renaprove SA. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogor-Kodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux des belles lettres. Cette étude s'inscrit dans la continuité d'une réflexion initiée lors du Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin en octobre 2024. Idrissa Sogor-Kodio, écrivain et critique littéraire sénégalais, est reconnu pour sa plume panafricaniste et son engagement pour les lettres africaines. Lauréat de nombreux prix prestigieux, il nous offre ici une œuvre lumineuse, dédiée à tous les amoureux de la littérature. Découvrez cette analyse captivante et laissez-vous inspirer par la richesse de la littérature africaine. Disponible dès maintenant aux éditions Aminata Sofal. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernés, ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun » du 28 juin au 5 juillet 2025 sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95 620 23 42 92 ou sur www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. La longévité.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné en ce mardi 29 avril 2025 et nous accueillons notre partenaire privilégié. Il s'agit de Canal+, et pour cela on dit bonjour à Rosine. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, ravie de te retrouver là. Ah bon? Ouais. Tu m'as aussi gardé? On verra bien tout à l'heure. De toutes les façons, lorsque nous accueillons Rosine, cela signifie que nous devons y avoir plusieurs informations venant de Canal+. Alors, qu'est-ce qu'on mijote encore du côté de Canal+? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers fidèles abonnés. Parfait. Cette fois-ci, on ne parle pas de promotion, mais on parle d'expérience télé supérieure. On parle d'opération upgrade. Chers fidèles abonnés, aujourd'hui même, vous avez la possibilité de monter d'un cran, de faire un upgrade, de passer d'un abonnement à un autre avec seulement 2000 francs CFA. Ah bon? Oui, parfait. Donc, si j'ai mon abonnement normal et j'ajoute 2000 francs, qu'est-ce que je gagne? Voilà, j'explique. Oui, parce qu'il faut qu'on comprenne très bien. Voilà, il faut que tout le monde comprenne très bien. Donc, si tu es à Access de 5000, oui, tu ajoutes 2000 francs, donc tu passes à 7000 francs. Automatiquement, tu bénéficies du bouquet évasion pendant 30 jours. Si je suis à évasion, j'ajoute 2000, je bénéficie d'évasion plus pendant 30 jours. Je suis à Access plus de 15 000, j'ajoute 2000, je passe à évasion plus de 22 500 pendant 30 jours. Si je suis à évasion plus de 22 500, j'ajoute 2000 francs, je passe à tout canal plus de 45 000 pendant 30 jours. C'est magnifique. Rosine, on dira c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu chez Canal+. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme programme exclusif du côté de Canal+? Déjà parfait, avant d'y en venir, je voudrais déjà préciser que cette promotion est valable du 28 au 31 mai 2025. Donc, on vous connaît du 28 au 31 mai 2025 et on bénéficie de cette promotion une seule fois. Voilà. En termes de programme, déjà, retrouvez demain, mercredi, la Champions League où vous aurez la rencontre entre le FC Barcelone et Inter de Milan. Un grand derby, hein? Voilà. Une folle soirée de football. Vous l'avez dit. Donc, Barça contre Inter. Contre Inter, c'est un match à ne surtout pas rater. 19h GMT. Voilà, sur Canal+. Sur les chaînes Canal+ Sport. Voilà, vous avez de l'autre côté, sur A+, votre série, Les coups de la vie, du lundi au vendredi, dès qu'il est 16h. Vous avez pour les tout petits, voilà, Moi, moche et méchant sur Canal+ Family à 20h30 le vendredi. Donc, c'est le week-end, pas d'inquiétude, ils peuvent se divertir. Et puis, dimanche, dès que vous êtes posé là, je vous invite à retrouver votre série The Nation, la 5e saison sur Canal+ Action. Que de beaux programmes, Rosine, ça donne vraiment envie de se réabonner. Alors, comment procéder? Pour se réabonner, c'est simple, chers fidèles abonnés. Vous avez la possibilité de vous réabonner à travers Orange Money. Voilà, vous avez le code Jazz 150 étoile 411 Jazz. Je répète, Jazz 150 étoile 411 Jazz. Vous avez aussi avec MTN Mobile Money réabonné, voilà le code étoile 126 étoile 2 Jazz. Étoile 126 étoile 2 Jazz. Vous avez aussi nos stores sur l'étendue du territoire. Vous avez notre distributeur. Vraiment, réabonnez-vous massivement et profitez de cette offre exceptionnelle. Rosine, parfait. Info TV et Espace Miné vous disent merci. Hein. C'est Canal+ qui remercie grandement Info TV. Et nous nous disons à mardi pour d'autres informations. Une touche pour s'impose.
Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat de ce matin. Nous allons parler de l'image du principal leader dans une entreprise et voir comment cette image peut fondamentalement impacter cette organisation. Je commence par passer comme d'habitude la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor. Alors, parfois ici, le monde des affaires et de l'entreprise aujourd'hui est déjà suffisamment dynamique et compétitif. Et le rôle du leader dépasse déjà largement la simple gestion des opérations. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur représente une figure emblématique pour son entreprise et son image impacte largement la culture et le fonctionnement de son entreprise. L'influence même de l'image personnelle du leader est tellement impactante parce que c'est la première relation même que les employés ont du chef ou du leader. C'est d'abord son image qu'on voit déjà. Au niveau même de l'impact de la culture d'entreprise, il est important d'avoir une certaine image parce qu'à travers qui vous représentez, on perçoit directement votre entreprise. Donc vous êtes l'image de votre entreprise et on la cerne parfois à travers vous-même. Même au niveau de l'attraction et la rétention même des talents. Les génies adorent et aiment des leaders qui vendent une certaine image d'eux-mêmes. Ils veulent partir vers celui qui est assez représentatif. Donc c'est important. Et aussi même au niveau de la gestion des crises. Lorsque quelqu'un a une certaine image, une certaine façon de communiquer, de se présenter, une façon d'être devant les gens, devant les clients, devant ses collaborateurs, on a même l'envie de vouloir l'écouter, de comprendre ses difficultés, de vouloir causer avec lui. Et il faut savoir qu'au niveau même des partenariats, un partenaire, avant de venir regarder les papiers de votre entreprise, avoir des détails techniques et stratégiques, il se réfère d'abord à qui vous êtes. Vous êtes comment vous êtes. Parfois, sachez que plusieurs de vos projets échouent à cause de ce qu'on voit de vous. Vous êtes obligé d'imposer une culture dans votre entreprise qui démarre par vous-même. Vous êtes l'exemple de votre propre projet, de votre propre entreprise. En ce moment aussi, vous dégagez un charisme et un comportement qui entraîne aussi ceux qui vous imitent, qui vous prennent pour idole ou pour modèle, de pouvoir eux aussi façonner qui ils sont. De savoir qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte du n'importe quoi, qui fait du n'importe quoi, qui dit du n'importe quoi et qui s'habille et se comporte et se vend d'une mauvaise manière. Ça impacte directement son activité et son rôle de leader. Merci Joseph Zambo pour ces décors plantés. On ira en profondeur avec Ibrahim. Ibrahim, c'est vrai que là, Joseph l'a expliqué, mais vous irez en profondeur. Lorsqu'on dit l'image du principal leader, ça veut dire quoi? Comment on se place, on peut te prendre en photo, c'est ça? Mais tout? Non, parfait. Il s'agit de la perception qu'on a de l'acteur qui est le leader. Warren Bennis, ce grand multimilliardaire qui réfléchissait à devenir riche, il dit que l'entreprise est à l'image du leader, du porteur de projet. Et comme Joseph le disait, toute personne, même avant de payer ce que vous vendez, vous payez vous. Il veut savoir si vous êtes suffisamment fiable et qu'il vous fait confiance. S'il se rend compte que vous êtes un malhonnête, même l'investisseur ne va pas venir mettre son argent sur vous. Parce que la vérité est parfaite ici, c'est que toutes les décisions qui soient stratégiques, qui soient opérationnelles, qui soient marketistes, dépendent et sont validées par le chef d'entreprise et le leader. Par conséquent, les clients, les partenaires, les leaders, une fois qu'ils s'identifient à la personnalité, la personnalité du leader principal, se posent la question, est-ce que je veux collaborer avec lui? Or, aujourd'hui, on a des leaders ou des personnes qui ne savent pas inspirer ou conduire. Si vous demandez à John Maxwell, établi en 2015, meilleur coach au monde, il va vous dire que le leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Lorsque vous avez des chefs d'entreprise qui ne sont pas passés, ils n'ont pas suivi le chemin, ils ne maîtrisent pas le chemin, eux-mêmes ils tâtonnent un tout petit peu, ils ne sont pas sûrs de la voie qu'ils sont en train de prendre, ce n'est pas de très bons leaders. Or, la capacité à l'idée, elle est très, très déterminante en entrepreneuriat. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas performant. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas bon. Parfois, ici, qu'adviendrez-vous si vous travaillez avec quelqu'un qui, je ne veux pas le dire ça comme ça, mais qui est moins éveillé que vous. Je ne veux pas dire moins intelligent. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui comprend au ralenti.
Non, personne n'a envie de se faire leader par quelqu'un qui est derrière lui. Il faut expliquer longtemps. Non, il faut que tu inspires. Il faut que tu montes la voix. Il faut que tu canalises. Il faut que tu encourages. Parce que c'est tout ça, le leader. Il doit motiver, il doit inspirer. Il y a ce qu'on appelle le respect naturel. C'est-à-dire que quelqu'un est tellement fort, tellement compétent que même s'il ne t'a pas payé, tu le respectes d'abord pour la personne qu'il est. C'est ça qui fait son image. Et on doit devenir aujourd'hui de véritables leaders. J'ai écrit cet ouvrage-là, La sagesse divine au service des entrepreneurs, où je parle du positionnement du leader, de la connexion qu'il y a entre lui et les différents acteurs qui travaillent avec lui. Je disais que le roi Salomon a pris la peine de dire que parmi les 4 animaux qui ont une belle allure, une belle démarche, une belle progression, il y a le lion, le héros des animaux. Cette phrase m'a marqué parce qu'il n'a pas dit le lion, le roi de la forêt, celui qui commande, celui qui tétanise, celui qui impose le respect. Non. Les gens ont établi le roi, le lion, parce que c'est le héros des animaux. Il protège et il défend tous les collaborateurs qui sont à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous êtes donc des héros? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même les enfants, même les vieillards, se souviennent de Kirikou contre Karaba la sorcière? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Superman? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Iron Man? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Aliko Dangote? C'est des personnes qui, dans leur positionnement, dans leur image, représentent des héros. Des personnes qui vont faire en sorte que dans la société, on soit bien, que ce soit au niveau des collaborateurs, que ce soit au niveau des partenaires, des clients. C'est pour ça qu'on porte toutes ces histoires de super-héros. Parce qu'on crée une image, une représentativité qui fait en sorte que les gens veulent se connecter à ces personnes, à ce personnage, à cette entreprise-là. Et si le leader n'arrive pas à se vendre ou à vendre la bonne image qu'il faut, l'image de cette personne qui va inspirer, ben, son entreprise n'ira pas très loin. Parce qu'il faut le dire pour conclure, papa, ici. Oui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites sur vous. C'est la façon dont les gens vous voient. C'est ce qu'eux, ils disent de vous. Ce qu'on voit de vous. S'ils vous voient comme un héros, ils viendront vers vous. Ils vous voient comme un malhonnête, ils ne viendront jamais vers vous. Vous avez beau clamer que vous êtes un héros, tant qu'eux, ils ne vous voient pas comme un héros ou un leader, un meneur d'hommes, un exemple à suivre, ils ne vous suivront pas. Merci Ibrahim pour cette démonstration. Alain Douk, prenons un peu le cas des entreprises africaines, hein, et surtout les entreprises camerounaises. Lorsqu'on a suivi Joseph Zambo, on a suivi Ibrahim. Avez-vous l'impression que nos chefs d'entreprise ont compris cette affaire de l'image du leader? Est-ce que la majorité de nos leaders en entreprise donnent une image bonne de leur entreprise? Est-ce que leur image inspire respect et surtout maintenant confiance? Vous savez, le thème en lui-même a orienté le débat et c'est même un réquisitoire, un plaidoyer pour le leadership, un leadership sain. À la place de leader, on aurait pu mettre chef d'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ici, il y a un plaidoyer pour dire changeons le paradigme d'administration et de gouvernance des hommes en entreprise. Ici, la plupart du temps, puisque tu as précisé, tu as orienté la question dans notre contexte, pour le peu d'expérience que j'ai, il y a Blériot qui a une certaine expérience, il y a les deux autres qui ont peut-être certainement plus d'expérience que moi, mais de ce que j'ai pu observer, on a moins de leaders pour beaucoup de patrons. Ouais. C'est moins de leaders pour beaucoup de patrons. C'est toi qui m'as donné mon argent pour faire mon entreprise. Est-ce que... Donc, gars, c'est des gars... Quand j'ai créé mon entreprise, tu étais là. Non. Au nom du fait qu'il a apporté le capital, hein, pour lui, il a tous les droits sur vous. Tout à fait. Au point où il peut même vous chosifier. Il ne respecte pas la dignité humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est votre employé qu'il devient ses biens. Il a droit en tant qu'homme à un minimum de dignité. Vous devez, même comme il est votre employé, le respecter. C'est là la différence avec le leader. Le leader est préoccupé par le bien-être de son employé. À peu près ce que Ibrahim appelle le héros. Oui, justement, c'est une source d'inspiration, c'est une lumière. On aimerait marcher à sa suite. Ici, on s'en fout, hein. Parce que si on avait des leaders dans ce pays, il y a des traitements salariaux que nous n'aurions plus depuis longtemps. Ici, non, on est même dans la dynamique de la tyrannisation des rapports sociaux au sein de l'entreprise. Plus vous êtes avilé, plus vous êtes asservi, soit salarialement ou d'une autre manière, on garantit ainsi qu'en réalité, on a un certain pouvoir sur vous.
Non, le véritable leader ne peut pas se plaire dans les plaintes, en réalité, de ses employés parce qu'il s'identifie à eux. Il cherche leur bien-être, il ne cherche pas que le sien. Parce que lui comprend qu'en réalité, la véritable croissance de son entreprise dépend de l'épanouissement de tous. Lorsqu'on parle de l'image du leader, il faut que le leader se considère lui-même comme le premier produit de l'entreprise. En réalité, dans cette problématique, nous sommes dans le giron du diptyque perception-communication. Il y a une communication que vous faites au travers de votre personne, votre façon de vous tenir en public, votre façon de parler, votre façon de vous mettre, votre façon de traiter les gens, le type même de salaire que vous accordez. C'est une communication. Tout cela, c'est une image qu'on peut C'est l'image. Exactement comme avec un logo, comme le logo d'entreprise. La marque doit communiquer quelque chose dans le choix des couleurs, le choix du graphisme, etc. Vous-même, en tant que leader, vous êtes le premier produit d'entreprise. La façon dont les gens vous perçoivent détermine le type de rapport qu'ils veulent avec vous. C'est ce que les marketistes appellent le positionnement. Oui. Dans l'écosystème qui est le vôtre, la société qui est la vôtre, il y a des codes moraux qui définissent le bien et le mal. Quel est votre positionnement déjà en tant que chef d'entreprise par rapport à ces codes? Est-ce que vous êtes toujours attaché au bien? Les gens regardent cela. Maintenant, au niveau de l'éthique même, c'est-à-dire que l'éthique même de la profession ou du secteur d'activité dans lequel vous êtes, parce que la plupart des temps, voilà, les métiers ont leur code, n'est-ce pas? Les codes déontologiques. Est-ce que vous êtes de ceux qui les promeuvent, les protègent, les respectent, assurent que tout le monde les respecte? Ça détermine aussi l'image qu'on a de vous. Si vous êtes le monsieur qui piétine tout le temps la déontologie, les textes sont là, la réglementation est là, vous ne la respectez pas, vos rapports avec l'État, vous faites comme vous voulez. Le jour où il y a un financement, l'État n'est pas empressé quand même, en tout cas un État sérieux, n'est pas empressé de dire orienter les financements de ce côté-là, orienter les bailleurs de fonds du côté de ce monsieur, jamais. C'est un hors-la-loi, il ne respecte rien, il ne fait pas les choses selon les canons. Vous tuez l'image. On va le zapper. Voilà, on le zappe. Merci Alain. Donc Pierre Blériot, l'image du leader et celle de son entreprise sont-elles étroitement liées? Ok, parfait. Ici, dans une entreprise, il y a deux leaders. Oui. Il y a deux leaders. Il y a le leader institutionnel et le leader opérationnel. Ouais, dans une entreprise, par exemple, comme celle-ci, le leader institutionnel, c'est le PDG. Et le leader opérationnel, c'est le DG. C'est-à-dire, c'est lui qu'on voit au quotidien. Maintenant, dans la réalité camerounaise, il y a des leaders institutionnels qui effacent les leaders opérationnels. Ils les effacent tout simplement parce qu'ils veulent exister. Normalement, dans une structure, c'est le leader opérationnel qui doit vendre l'image. Parce que le leader institutionnel va chercher quelqu'un. Il dit, je veux telle image. C'est vous qui projetez ces images. Je veux prendre l'exemple de la plupart. Alain Douk a fait une singerie là. Est-ce que tu m'as donné mon argent pour... Bon, en général, celui qui a l'argent ne peut pas être l'image de l'entreprise. S'il veut être à tout prix le leader, il va tuer le leader opérationnel. Première chose. Deuxième chose, j'ai été souvent directeur des ressources humaines ici ou là. Dans une entreprise, lorsqu'on cherche un leader opérationnel, tout le monde n'est pas candidat. Hein? Il y a toujours ce qu'on appelle une short list. Vous savez, j'étais dans une boîte quelque part, nous étions plus de 300. Mais quand on cherchait un DG, on savait qu'il n'était pas plus de 5 candidats. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Là-bas, vous allez dire, non, c'est pas tout le monde qui peut être désigné leader opérationnel. Ça veut dire donc que le leader opérationnel a au moins 2 qualités. Dans le domaine qui est le sien, il fait partie de ceux qui maîtrisent le plus. Et c'est pour cela que Ibrahim disait qu'il est difficile d'avoir pour chef quelqu'un qui maîtrise de loin moins que vous. Ça va rendre les rapports un peu difficiles. Parce que si vous suggérez quelque chose à celui qui est le leader et que vous vous rendiez compte qu'il a fait autre chose et que cette autre chose n'a pas marché, par la suite, ça va complexifier vos relations. La deuxième chose, c'est que le leader n'est pas seulement quelqu'un qui incarne des connaissances. C'est ça le grand mal aussi dans nos entreprises. On a souvent mis des gens très savants à la tête des structures, mais
qui n'incarnaient pas une certaine moralité. À côté de ça, donc, le leader, c'est quelqu'un qui porte toute la structure, y compris les problèmes extra-professionnels. On aime bien arriver le matin et savoir que le DG nous procure de la joie et non de la peur. Si le leader opérationnel n'inspire pas ces autres valeurs, même ses qualités intellectuelles vont être diluées. Vous connaissez plein de chefs qui ont été, surtout dans des domaines comme celui de la communication, je l'ai souvent remarqué. Vous savez, pour trouver un chef des journalistes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si on dit aux journalistes, désirez-vous un chef? Certains iront vers l'idée que tel, en matière de journalisme, est très calé. Mais c'est ça l'erreur aussi. Il ne doit pas être seulement calé en journalisme. Il doit être calé en management. Parce que s'il est celui qui écrivait de très bons papiers et qui est incapable, par exemple, de savoir que quand l'argent entre, on le redistribue. On dit que, il n'a pas de bonne qualité humaine. Oui, il est le chef de tous les journalistes du Cameroun. Quand l'argent entre, il le prend pour lui seul. Est-ce que les autres journalistes vont l'aimer? Non. Ils vont dire que bon, tu as beau être celui qui écrit très talentueux, de très belles chroniques, vraiment. Et c'est pour cela qu'on a vu de grands leaders dans d'autres domaines tomber parce qu'il leur manquait les atouts du management. Donc le leader, il doit être quelqu'un de consensuel. C'est pour ça. Je sors par là. Vous savez que dans certains corps, on vote. Ouais. On vote. Et je vais même vous dire jusqu'au niveau universitaire en France. Les doyens de faculté sont votés par les professeurs titulaires et les maîtres de conférence. C'est eux qui s'asseyent. Même le président de l'institution est voté. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas seulement ses qualités. Il doit déjà avoir le niveau requis. C'est-à-dire que parmi vous les journalistes, c'est les journalistes du niveau de parfait ici qui vont être candidats. On ne va pas prendre, je ne vais pas citer. Non, on ne citera pas les noms. Oui. De toutes les façons, on ne va pas prendre tout le monde. Parce que si on prend tout le monde, ça va faire désordre. Mais parmi vous également, on va commencer donc à tamiser. Est-ce que celui-ci, il a d'abord déjà géré? Quand il gère, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Ces qualités vont faire. Et vous savez, moi j'étais quelque part. Nous arrivions souvent à une shortlist de 3 personnes dans une entreprise de 500 personnes. C'est dire que on ne peut pas contester que vous ayez ces qualités-là pour être leader. Mais maintenant, il va bien falloir choisir. L'autre dernière qualité, le leader, c'est aussi quelqu'un qui sait s'effacer. Quand votre heure n'est pas encore arrivée, il faut accompagner celui qui est leader. Cela montre que vous êtes on ne sera pas un grand chef si on n'a pas été quelqu'un de bien obéissant. Celui qui empêche au leader de travailler ne pourra pas bien travailler à son tour. Il faut le savoir. Si vous bloquez le travail du leader actuel parce que vous pensez être plus leader que lui, quand votre tour arrivera... Peut-être d'où la maxime Blériot. L'humilité appelle la gloire. Précède la gloire. Oui, non, le moment venant, on va dire, comme tu es passé, passe, va devant. Maintenant, on va t'aider à tomber. Merci. Lisons ces nombreuses préoccupations et surtout contributions des téléspectateurs. Bonjour à tous sur le panel en ce matin. Dans une entreprise, il y a 3 ressources. Ressources matérielles et financières. Je précise que c'est un message qui nous vient du Canada. Il continue en disant ressources immatérielles. Les employés qui... mais entre parenthèses, qui est ressource la plus difficile à gérer, d'où le rôle d'un leader clé ayant des programmes, même si possible, d'équité et d'inclusion, afin d'éviter les plafonds de verre, et la ressource temps, qui est une constante. C'est Vianney Ngounou, un banque à Montréal. J'avoue que Vianney, votre message n'a pas été très bien rédigé. Il ne ponctue pas. Voilà. Il fait comme Héraclite. Vraiment. Alors, bonjour au parfait à ici, à ton riche panel et aux nombreux téléspectateurs. J'ai juste, de mon point de vue, envie de dire que les entreprises au Cameroun ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires à être considérées comme telles, parce que généralement dirigées par des gens qui inspirent plus la peur que l'éthique dont ils se revendiquent. C'est vrai quand même aussi que pour les mentalités aussi des Camerounais, si vous ne faites pas aussi peur, ça va être compliqué, vraiment. Parce que vous avez des gens têtus, on dit que... Vous dites A,
lui dit B. Et il constitue comme le meneur de la rébellion en entreprise. Bon, pas faire peur, mais de telles situations, puisqu'on va en parler, il faut les régler. Hein. Quand vous avez un mauvais pion, il faut le régler. Comme ça, vous continuez le travail. Alors, on prend d'autres préoccupations. Quelques problèmes avec notre messagerie, hein, et pourtant les messages arrivent. Alors bonjour mon frère, je suis dans le même problème de marché public depuis 3 ans aujourd'hui. C'est toujours la même chanson. Il n'y a pas l'argent, je suis prestataire. Il a donné le nom d'une structure, c'est Omer depuis Douala. Alors, nous allons chercher les messages qui parlent de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Et nous partons au plus 33. C'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour monsieur Haïssi et toi, parfait. Un mauvais manager est encore appelé manager toxique. Dans bien de cas, il est superviseur dans les actions. Dans les actions, comportements et décisions ont un impact négatif sur les salariés. De ce fait, le climat de travail et le rendement est contre-performant. Au Cameroun, ce type de manager pilule. À titre d'exemple, j'en connais qui musellent leurs employés à travers la sexus domination, en arrachant les femmes des employés et en soumettant les collaboratrices. C'est Dr Fabio Tama. Docteur, il faut me donner le nom de ce leader. Dans la fourmilière. Ah bon? Alors, bonjour à toi grand frère. Pour ma contribution, je dirais que oui, l'image du principal leader impacte fondamentalement son entreprise et cela à plusieurs niveaux. Il dit 1. Crédibilité et confiance. Un leader perçu comme intègre, compétent et cohérent renforce la confiance des clients, partenaires et investisseurs dans l'entreprise. 2. Culture d'entreprise. Le style de leadership influence directement la culture interne, valeurs, ambiance de travail, niveau d'engagement des employés. 3. Réputation de la marque. Le leader devient souvent le visage public de l'entreprise et ses prises de parole ou comportements peuvent renforcer ou entacher l'image de la marque. Attractivité. Une image forte et positive attire des talents, des opportunités d'affaires et des soutiens financiers. 5. Enfin, résilience en période de crise. Un leader respecté peut rassurer et mobiliser en cas de difficultés, ce qui peut faire toute la différence pour traverser les turbulences. C'est Harold depuis Douala qui envoie cette préoccupation, ou surtout cette contribution. Alors, Joseph Zambo, c'est la dernière ligne droite de ce programme. Hein. Je pense Blériot qui est revenu sur un aspect tout à l'heure, la moralité du leader. Si vous avez un leader en entreprise qui brille par des comportements répréhensibles, qui harcèlent les filles en entreprise, par exemple, quelqu'un en parlait tout à l'heure, est-ce que l'image de l'entreprise ne peut pas subir un sérieux coup? Non, elle est directement touchée parce que quand on parle même d'un leader, il y a des qualités qu'on ne doit pas trouver auprès de cette personne. Il y a des qualités qui font de vous un leader. Vous voulez peut-être dire qu'il y a des qualités qu'on doit trouver. Il y a ce qu'on doit trouver, des défauts. Qu'on ne doit pas trouver. Peut-être donc maintenant les défauts. Il y a des défauts, voilà. Donc maintenant, un leader qui déjà n'a pas défini ses valeurs. Tu dis que tu es un leader, il faut définir tes valeurs, avoir une clarté sur tes valeurs, une vision claire, avoir une communication efficace, savoir quoi dire, comment le dire pour que les choses fonctionnent, être exemplaire par ton comportement, être un modèle auprès de ceux qui sont autour de toi, avoir des responsabilités bien précises, faire un développement personnel de ta personne, être professionnel. C'est des petites choses qui vous rendent leader. Mais quelle valeur vous avez si vous sortez avec vos employés? Une petite fille qui vient faire un stage, quelque chose, tu es déjà derrière avec elle. Si quelqu'un va avoir un poste, il faut d'abord des trucs comme ça. Quelle valeur? Non, et que pensez-vous de ces leaders qui ont épousé leurs anciens employés? Bon, je ne refuse pas que c'est possible. Vous en connaissez quand même. Au Cameroun, il y en a. Je ne refuse pas que vous pouvez vraiment tomber amoureux de votre employé. Mais il y a donc une façon de régler ça. C'est parce que si c'est que vous avez aimé, je dis bien, où il y a des hommes et des femmes, il peut exister un amour vrai.
mais vous l'épousez. Et le jour du mariage, vous faites venir les employés. On ne connaît pas d'abord l'amour qui va conduire au mariage. Mais je dis, quand on veut bien c'est faire... quand tu vois un amour, tu sais que celui-ci va conduire au mariage ou non. Bon, non, donc je dis ceci. Si un patron dit qu'il est vrai, je dis, si un patron dit qu'il est vrai dans une relation qu'il va entretenir avec son employé, ce n'est pas pendant les heures de pause qu'il enferme la demoiselle dans son bureau. Hein? Ce n'est pas pendant qu'aux heures de boulot, tu l'appelles, vous partez dans des hôtels. C'est pas ça. Et ça, c'est ce que les patrons font, des trucs comme ça. Et enfin, disons certains patrons. Certains. Et c'est pas bien. Mais je dis ici, c'est que, en réalité, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Mais si jamais ça se fait, il faut faire les choses bien et que ce soit clair à tous que voilà, le boss est tel, voilà, les familles se connaissent, tout est réglementé et puis vous développez donc une façon à laquelle vous devez travailler pour que ça ne dérange pas les autres collaborateurs. Qu'on ne dise pas que comme il faut qu'on soit tous les femmes du boss pour que nous soyons des privilèges, en ce moment, ça devient problématique. Très bien. Ibrahim, est-ce qu'on apprend à être leader ou bien on est leader? Je vais répondre à cette question-là. Mais avant de répondre à cette question-là, je vais t'inviter. Non, je vais inviter au débat avec Joseph. Au débat du harcèlement en entreprise. Non. Vous avez entendu parler de Travis Kalani? Non. C'était l'ex-PDG de Uber. C'était le leader opérationnel. Ok, je vais même plutôt oublier le manager parce qu'il y a une différence entre un leader et un manager. Et donc ce monsieur-là, il aimait mettre les gens sous pression, harcèlement, c'était lui puisqu'il était visible, c'est lui qui détenait tous les pouvoirs, il draguait à gauche, il draguait à droite, disant qu'il ne connaît pas l'amour qui va aboutir au mariage, etc. Et pendant qu'il était en train de faire ça, à un moment, l'image de son entreprise a pris un sérieux coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Les investisseurs de Uber ont demandé sa démission. Oh là là. Donc, je vais inviter les actionnaires. Oui, les actionnaires ont dit, mais sont les vrais patrons. Ils ont de saper l'image de notre entreprise. Et ce sont les vrais patrons. Il ne faut pas que les leaders, les managers ou les leaders opérationnels qui seront à la tête des entreprises croient qu'ils ont tous les pouvoirs pour draguer toutes les femmes de tout le monde, se disant qu'on ne connaît pas l'amour qui mène au mariage. Les investisseurs vont demander votre démission. Ça, c'est ce que je viens d'abord dire. Voilà un cas de figure illustratif. Alors, est-ce qu'on est leader? C'est que tu es en train de dire là, tu es en train de toucher beaucoup de gens. Et beaucoup t'en veulent dans les bureaux. Non, moi je... Est-ce qu'Ibrahim est obligé de dire ça comme ça? C'est qu'il met trop d'emphase. Non, est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on devient leader? Est-ce qu'on apprend à être leader? Ou alors on est leader? Alors, il y a des gens qui naissent avec des aptitudes, des capacités de leader. D'abord, il faut différencier un leader, je vais dire, un leader d'un manager. Le manager, c'est cette personne qui est à la tête d'une structure, qui manage les choses. Il a fait management à l'école, il sait comment on manage une structure. Mais cela ne fait pas automatiquement de lui un leader. La définition ou le mot, quand tu veux représenter le leader, c'est influence. La personne qui a la capacité d'influencer. Vous pouvez arriver parfois ici dans une entreprise où on a nommé, je vais dire ça comme ça, quelqu'un à la tête de l'entreprise, on fait une réunion, il parle et tout le monde le regarde. Il a la fonction, il est le DG, mais il parle, tout le monde prend la tête, on jette peut-être chez Blériot comme ça qu'on attend ce que Blériot va dire. Parce qu'il y a un monsieur là qui n'est pas directeur de cette entreprise, qui est là depuis un certain nombre de temps, que tout le monde aime écouter, c'est-à-dire que si lui part à gauche, qui est crédible. C'est-à-dire que lui, il a la capacité d'influencer la masse des personnes qui sont là. Voilà c'est le leader là-bas. C'est comme moi je dis souvent aux chefs d'entreprise qui arrivent nouvellement dans une structure, c'est quand tu t'assois là, regarde d'abord qui est le leader de la troupe là, et puis prends-le, mets de ton côté. Quand tu as mis le leader de cette troupe de ton côté, les autres vont te suivre. Et il ne faut pas toujours aller bagarrer avec le fait que pourquoi est-ce qu'il faut d'abord que le type là parle pour qu'on le suive. C'est un leader naturel. Maintenant, il y a des compétences de leadership qu'il faut avoir. Parce que justement, la différence qu'il y a entre le manager et le leadership, et le leader, c'est qu'il y a une dimension, on l'a évoqué ici, comportementale. L'empathie, l'écoute, l'éthique, la négociation. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est désagréable. On aime être avec lui. Vous pouvez être très technique, très opérationnel, mais on n'aime pas être avec vous. On n'aime pas quand vous apparaissez devant les gens. Ce sont des compétences qu'il faut renforcer. Et je l'avais dit ici une fois sur le plateau, les compétences interpersonnelles comptent à 60% dans la réalisation de ces objectifs. Les compétences techniques du manager, là, je sais recevoir une correspondance, répondre à la correspondance, gérer tel dossier, envoyer ceci, ça ne compte qu'à hauteur de 30%. Et l'une des problématiques qu'on a justement au Cameroun, c'est que
Bon, on n'a même pas d'abord beaucoup de managers. On a des personnes qui se sont lancées en entrepreneuriat. Des patrons. Voilà, on a des patrons. Et après, on a des managers. Mais après, maintenant, il faut avoir des leaders. Et je crois qu'il y a 2 ans de cela, j'étais à un sommet. Le sommet des managers en mission. Il y avait 524 personnes, 24 pays représentés. Et on a fini le sommet des managers, on parlait des missions opérationnelles des entreprises. On a posé la question aux 524. C'était avec Marie-Claire Ribalé. Alors, la thématique de la prochaine édition, c'est quoi? Ils ont des leaderships. Parce qu'ils avaient des managers, mais ils n'avaient pas de leaders. Et il faudrait que ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le leadership, ceux qui ne connaissent pas comment est-ce qu'on fait pour développer ces capacités de leadership, puissent les développer afin d'inspirer même les collaborateurs à les suivre. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les employés n'aiment pas suivre que les managers. Ils suivent les leaders. Il y a même une statistique qui a démontré en France que 80% des employés démissionnent, pas à cause de l'entreprise, mais à cause du leader qui est placé là. Celui qui a la tête, Et là, c'est un mauvais leader. C'est 80% peuvent y démissionner. On a étudié, hein, c'est-à-dire pourquoi tu veux démissionner. C'est le monsieur là. C'est le monsieur là. C'est le monsieur là. Ça, c'est une personne on dit 2, 3, 100. Ça devient quand même... tu veux prouver. Donc, franchement, les managers doivent revoir leur comportement. Alain Douk, c'est la preuve de ce que c'est bien beau d'être à la tête d'une structure, mais il faudra encore avoir un certain nombre d'atouts, un certain nombre d'éléments. Est-ce que nos patrons au Cameroun ont compris cela? Ou alors, il faut simplement avoir un bon pactole. On ne sait même pas comment tu as fait pour l'avoir. Et tu as une structure, et tu deviens leader, tu deviens manager, tu deviens patron, tu deviens tout. Non, on n'est pas préoccupé par le leadership. On est préoccupé par le patronat. Être capable d'avoir des gens à qui on donne des ordres. À qui on donne des ordres, ils s'exécutent, ils vous produisent et vous devenez plus riche. C'est le plus important. Tout le reste passe à côté. Or, justement, c'est ça la différence entre le manager et le leader. Le management peut être froid. Le leadership, lui, à contrario, est chaleureux. Il repose sur des valeurs et des facultés humaines. S'il n'y a pas ça, ça fait toute la différence. Or, l'entreprise, regroupe des gens, c'est une unité sociale. Alors, si vous n'avez pas des qualités humaines requises au-delà des techniques et des compétences purement académiques, administratives, pour mener à bien les hommes, l'atmosphère sera dispendiée. On a pris tout à l'heure l'exemple du harcèlement sexuel. Vous faites la cour à l'employé. Bon, imaginez, elle n'est pas d'accord. Pour X ou Y raison. On gère comment, puisqu'elle n'est pas d'accord, en tant que gouvernant de l'entité? Vous prenez ça comment? Le fait qu'elle dépend de vous, je ne sais pas moi, salarialement, et là, elle vous dit non. Parce que voilà où commencent tous les problèmes. Tout à fait. Vous commencez donc maintenant à mettre une mécanique de la répression, du harcèlement. Ça va dispendier l'atmosphère. Il faut martyriser l'employé. Vous martyrisez l'employé. Il faut l'humilier. Vous l'humiliez, c'est une injustice. Et les autres... Et à un moment donné, même vous la licenciez, si c'est le cas d'une femme. Voilà, les licenciements abusifs. Et ici, dans notre écosystème, la plupart du temps, les patrons ont toujours raison parce qu'ils ont l'argent. Même les inspecteurs du travail sont toujours à la bonne, etc. Il suffira qu'on glisse une enveloppe de ci ou de ça dans un contexte de corruption pour qu'on fasse comme si on n'avait pas vu, etc. Bon, fort heureusement aussi, il y a quand même certains cas qui prospèrent. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte quand c'est établi que ce qui est en train de se passer, c'est un abus. Il faut porter plainte et laisser la justice à un moment faire son travail. Mais vous voyez que finalement, ça rend un écho. Elle va parler. Pour celle qui ose, elle va parler, au moins dire, ou alors à tout le moins, les autres employés vont voir ce qui se passe par moment, etc. Ça va donc ternir l'image de l'entreprise. Parce qu'il n'y aura même pas que votre image qui sera ternie, avec vous, votre entreprise, l'image même de marque de l'entreprise, etc. Tout va aller en vrille. Et justement, les hommes aiment rester là où on les respecte, là où ils sentent qu'ils sont traités humainement. Quand ça ne va pas, des gens vont commencer, vous êtes là, vous pensez que les gars sont avec vous, or ils commencent à évaluer d'autres offres ailleurs, ou d'autres choses. Voilà, les gens commencent à partir, etc. etc. C'est vrai que dans notre contexte, on va vous dire le travail est dur, etc. C'est même pas évident d'en avoir un. Parfois, les gens restent donc sous ce joug d'asservissement. On se dit, faisons des concessions. Le patron devient l'époux informel de X ou Y. Il passe tout le monde à tabac, à casserole. C'est aussi ça le Cameroun, on fait avec. Donc, on a une expression. Hein. On va faire comment? On va faire comment? Comment on va faire? Parfois même, si vous partez d'une entreprise parce que vous aviez ce genre de problème, vous serez très surpris
qu'au quartier, c'est même un frère qui te dit toi aussi. Si, pourquoi tu as dérangé? Possible peu, toi aussi. Et son démissionne encore pour ça. Voilà. Alors, Pierre Blériot, est-ce que certains qui dirigent les entreprises ne doivent pas être formés, surtout lorsque nous parlons de l'image de cette entreprise? Est-ce que ces patrons comprennent même ce qu'on met dans l'image de son entreprise? Ben, tout le monde devrait être formé, les capacités devraient être renforcées. Je me gossais bien lorsque j'ai entendu des gens dire qu'il y a le harcèlement sexuel. Oui. Mais il vous a échappé à l'Inde qu'on ne harcèle pas que les filles aujourd'hui. C'est très rare. Donc ça a évolué. Je ne vais pas prendre le couloir là, bon, alors, donc les filles ne sont plus les seules victimes. Ah bon? Avant, on savait. Mais comment on fait pour harceler un homme? Oui, mais comme on harcèle les filles, c'est-à-dire que même jusque dans les établissements. Ce sont donc les filles de l'entreprise qui harcèlent les hommes harcèlent les hommes. Ah donc les hommes de l'entreprise harcèlent les hommes de l'entreprise? Oui, oui. C'est-à-dire que... Attends, vous parlez du Cameroun? Vous plaisez à... Entre guillemets, il y a une sorte de satanisme qui se développe maintenant. Votre patron vous dit que vous me plaisez. À un homme de l'entreprise? Oui, oui, vous êtes beau. Vous êtes beau. Et il vous tapote les fesses. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, bon, ça c'était en passant. Ça arrive donc qu'on transforme l'entreprise. En fait, il y en a même qui créent leurs entreprises pour avoir de la facilité à avoir des proies. Bon? Oui, les proies de tout genre. Tout le monde devrait être formé. Les promoteurs, moi je n'appelle pas un promoteur d'une entreprise leader. Ce qu'il a à la base, c'est qu'il est promoteur. Si par enchantement, il est en même temps un leader, il peut assumer les deux. Mais il est à la base un promoteur. Il doit donc prendre des gens qui ont des qualités de leader. Et les qualités ne sont pas définitives. Il faut quelquefois s'adapter. Il faut se réajuster. Et quand vous arrivez, moi je conteste, par exemple, souvent dans les entreprises, le fait de prendre quelqu'un extérieur à l'entreprise et de lui donner tout de suite le leadership. Ça pose des problèmes. Nous sommes en Afrique. Ça pose d'abord des problèmes de la gestion du personnel que vous avez en interne. C'est-à-dire que les gens en interne ne comprennent pas qu'ils aient gravi toutes les marches. Parce que quand vous cherchez un DG, il y a quand même des anciens directeurs, des anciens chefs qui ont évolué. Celui qui vient de l'extérieur aura de la peine à comprendre d'abord l'environnement humain. On ne dirige pas les gens qu'on ne connaît pas. On dirige les gens qu'on connaît. Et se connaître, là, veut dire quelque chose. Alors, il y a quand même ceci, Blériot. Ouais. Parce que vous êtes en train de toucher un point très important là. Il peut aussi arriver que le promoteur d'une entreprise lui-même regarde vraiment son personnel. Et lui-même sait que vraiment, il n'y a personne ici. Il n'y a rien il n'y a personne qui peut être le DG. Je prends ce cas-là pour être plus concret. Il peut donc faire venir un monsieur qui a de l'expérience ailleurs, qui a été DG peut-être dans 2 structures, dans 3 structures de la même catégorie, et dit, je fais de lui mon DG. Parfait, vous venez de prendre un exemple important mais très grave. Si le promoteur voit dans son entreprise qu'il n'y a personne, ça veut dire que ce n'était pas encore une entreprise. Je préfère vous le dire. Et Dieu sait, au Cameroun, il y en a. Bien sûr, on reconnaît donc que maintenant, il veut entrer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'une entreprise suppose qu'à certains postes essentiels, il mettait des gens qui avaient le profil. Si depuis lors, donc, il ne l'a pas fait, ça je comprends qu'il y a des structures comme ça, il doit donc recommencer. Et dans ces cas de figure, les employés eux-mêmes n'ignorent pas qu'ils n'ont pas le profil. Ils n'ignorent pas, parce que si tu allais prendre les cueilleurs de vin au village, tout ça, parce que tu voulais quand même commencer. Parce qu'il faut commencer. Alors, eux-mêmes savent. Donc, ils ont besoin d'être formés. Mais ça, c'est des cas marginaux. Je prends le cas d'une entreprise normale. Ouais. Parfois, ici, tu ne peux pas me dire, sans publicité, que MTN cherche un DG. Et il n'y a pas un profil. Et il n'y a pas de profil dans tout MTN. Au Cameroun, par exemple, il va falloir aller chercher un Burkinabé. Ça va créer une blessure. La blessure que ça va créer, c'est ce que je voulais faire voir, c'est que ceux qui sont opérationnels à des postes importants vont vous aider à échouer, quelles que soient vos qualités. À cause de la blessure. Je sors un peu des entreprises, allez dans les partis politiques. Vous croyez que des gens qui ont milité depuis 25 ans, depuis 40 ans, sont prêts de voir que le nouveau président du parti, c'est quelqu'un qu'on est allé prendre, qui a démissionné de son parti.
et qui est venu dans notre parti et qui sera présenté comme notre candidat à la présidentielle, non. Ils vont vous dire que non, non. Nous ne militions pas pour Nyemek. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter les frustrations au sein des entreprises. Il faut que les promotions suivent la qualité de la progression même des personnes qui sont en entreprise. Donc, je m'excuse. Oui. Vous avez posé une autre question. Si on naître leader ou on le devient, il y a de tout cela. On peut avoir des prédispositions, on peut ne pas en avoir. Mais s'orienter à être un dirigeant. Vous savez, parfois ici, il y a des gens qui ont appris à faire des choses parce qu'ils voulaient diriger. Ça, le génie, c'est 90% de transpiration, 10% d'inspiration. Il faut arrêter de dire que je suis né comme ça. Si tu n'as pas appris, il faudra bien apprendre à un moment donné. Tu ne peux pas diriger de grosses structures parce que tu sens que tu es né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. La naissance a ses limites. On ne peut pas toujours être dirigé par... À un moment donné, il faut apprendre. Il faut apprendre, bien sûr. Merci. Hein. Alors, allons rapidement du côté du Maroc. C'est le 212, hein, je pense. Le 212, c'est le Maroc. Ou bien c'est la Tunisie. Il y a pas non, la Tunisie, c'est 16. Donc, le 212, c'est le Maroc. Alors, bonjour... La Mauritanie, 12. Allons-y. Bon. Bonjour à ici et toi, Adalbert Parfait, le CNC de la modération. Pourquoi vous êtes même comme ça? Les gens sont taquins. Vous êtes tellement taquins. Alors, il continue en disant... Je t'accueille comme ça à chaud. Tu te rappelles de la scène dans Kirikou où les villageois criaient « L'eau, l'eau est revenue, l'eau est là ». Tu t'en rappelles? Nous aussi, téléspectateurs, on dira « Parfait, parfait, est revenu. Parfait, parfait, est là ». Alain Doc, bravo pour ta titularisation. Tu l'as mérité. Tu as quitté le camp des remplaçants et te voilà titulaire. Faudra nous surveiller, Nyemek, d'accord? J'espère que tu... Il dit que j'espère que tu as prévu le Namungwan. Ouais, le Namungwan. Le Namungwan, c'est le mets de pistache. Oui. Alors, il continue. Hein, tonton Adalbert, j'ai une requête à vous adresser. C'est jeudi sorcellerie. Serait-il possible d'aborder le sujet évoqué dimanche par le professeur Wenangimi, la théologie de l'inculturation? Franchement, nous téléspectateurs sommes restés sur notre faim. Je trouve que sur libre expression, il est beaucoup trop tendu. Espace Miné va le déstresser un peu. Avec Alain Doc et Nyemek, on aura un 10 sur 12 au panel relevé. Avec, pensez-y s'il te plaît. I love you. Pour chuter, voici la sagesse du jour. Et elle est pour le polygame junior Alain Doc. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Timothée 4, 7, 8. Encore bravo et merci à toi, parfait. Que Dieu te bénisse abondamment. Ton concepteur d'idées et stratégies, agrégé du 212, c'est le Maroc. C'est la guerre. Merci, hein? Merci à ce concepteur d'idées et stratégies, hein, agrégé. Très bon message. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. Hey. Cette mauvaise nouvelle, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Déjà. Merci à Joseph Zambo qui était là ce matin. Merci à Alain Doc en attendant le Namungwan. Merci à Pierre Blériot. Merci à Ibrahim. Ne ratez surtout pas, comme d'habitude, la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Mais une question avec tout ceci.